Arriver dans une librairie, le temps ne passe pas. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on pousse la porte de l'espace Paul Benaïm à Judaïcité, qui depuis quelques mois accueille une librairie solidaire. Et pour parler de livres, on pense naturellement à Elsa Charbit, déléguée du Fonds social juif unifié et bien connue de nos auditeurs. Bonjour à vous. Bonjour Magali. Cette librairie, Elsa, est située dans les locaux du FSJU qui viennent d'être récemment rénovés. Absolument. Alors, si on remet les choses en perspective, le Fonds social juif unifié gère donc un immeuble qui se situe 4 impasse Dragon, qui devient aujourd'hui un peu comme un hub communautaire, puisque vous le savez, sont ici situés la radio, les bureaux du Fonds social bien évidemment, mais aussi le centre culturel Edmond Flegg, le CRIF, tout est concentré dans cet immeuble. Et lorsque je suis arrivée il y a 1 an et demi, parmi mes fonctions, il fallait redistribuer l'espace. Il fallait absolument rendre cet espace le plus intéressant possible pour tous et ainsi occuper tous les lieux disponibles. Et c'est comme ça d'ailleurs que la radio juive de Marseille est venue s'installer dans nos locaux. Et puis il y a une grande salle en bas que très souvent les gens appelaient Flegg parce que c'était la salle qui était louée et donc gérée par le centre Flegg. Cette salle a été récupérée par le Fonds social juif unifié puisqu'elle lui appartenait afin de pouvoir y faire de gros travaux nécessités depuis longtemps. Et c'est ainsi que cet espace a été entièrement rénové, qu'il prend le nom maintenant, grâce à une famille qui nous a soutenu, le nom d'espace Paul Benaïm, et que dans cet espace entièrement rénové, que chacun peut louer bien sûr pour y faire des événements, nous avons installé ce que vous venez de nommer la librairie solidaire. Voilà. Rappelons peut-être, Magali, très rapidement, que le Fonds social juif unifié a été créé après la guerre, et que les 4 piliers de travail que nous avons, c'est bien sûr le social. Il a été créé après la guerre pour aider les déportés, les personnes qui revenaient et qui essayaient de reprendre une vie normale. Donc, le social est un gros pilier. Nous aidons financièrement et nous apportons une expertise aux associations qui font du social dans notre communauté et que nous fédérons. Mais également la jeunesse et l'éducation. L'éducation, les écoles juives, bien sûr, que nous accompagnons. Nous distribuons des bourses cantines, des bourses d'école, etc. La jeunesse, parce que c'est nous qui accompagnons également les mouvements de jeunesse. Et puis, la culture. Et là, véritablement, cette librairie solidaire entre dans ce 4e créneau de culture, mais aussi de social, puisque cette librairie met en vente des livres neufs au prix de 1 €. Alors, chaque antenne du FSJU dispose désormais d'une librairie solidaire. On connaît votre amour pour les livres et sans doute vous n'êtes pas étrangère à cette bonne initiative. Oh, c'est gentil Magali, mais quand je suis arrivée au Fonds social, des librairies solidaires existaient déjà. En revanche, c'est vrai que dès que j'ai pris connaissance de cette ouverture de librairie solidaire à Strasbourg ou encore à Nice, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'il y en ait une à Marseille. Et c'est ce que nous avons fait grâce à de nouveaux travaux, une jolie installation. Et ici, on accueille toutes les personnes qui veulent nous offrir des livres, mais bien évidemment des livres neufs, état neuf, que nous revendons à 1 €. Une démarche citoyenne et en prime éco-responsable. Ah oui, vous avez raison, j'avais pas aussi pensé à ça. Alors cette salle porte le nom de Paul Benaïm Zal, l'ancien président de l'appel unifié juif de France, et ce n'est pas un hasard, puisque ce médecin était, je crois, un grand lecteur. Absolument. Alors, il a été, comme vous l'avez dit, médecin, président de l'ordre des médecins. Il a été président de l'AUJF, c'est-à-dire, à l'époque, il y avait AUJF, Fonds social, c'est l'AUJF qui collectait pour le Fonds social. Aujourd'hui, à Marseille, tout a été concentré, donc il a été président de collecte. Et c'est un immense lecteur. J'avais la chance de bien le connaître, puisqu'il s'agit de mon oncle. Et il lisait en permanence. Et moi, j'ai des souvenirs où, en vacances, il faisait en permanence aussi des mots croisés, des mots fléchés. C'est un homme qui avait un esprit en perpétuelle ébullition, qui s'intéressait à tout, des sujets religieux. Ça a été un petit peu votre mentor, alors. Alors, j'ai la chance d'avoir une mère qui lit énormément. Mon père lit aussi beaucoup et ma mère m'a accompagnée dans ma découverte de la littérature. Mais vous savez, c'est souvent dans des familles qui s'intéressent beaucoup à la littérature que forcément, quand on tombe dedans petit, on peut plus en sortir. Une famille de lecteurs. Alors, pourriez-vous rappeler aux auditeurs comment fonctionne cette librairie solidaire et à quel moment de la journée est-elle accessible? Alors, la librairie solidaire est ouverte à tous de 9 h à 14 h le jeudi. Pourquoi le jeudi, vous allez me dire? Parce que le jeudi, tout près de nous, il y a les paniers de Shabbat qui sont distribués par le consistoire. Et on s'est dit que les gens qui venaient chercher paniers de Shabbat pouvaient en profiter pour venir chercher des livres. À 1 €, c'est abordable pour tous. Et alors, je rappelle que c'est ouvert à tous. Vous pouvez venir, vous pouvez nous apporter des livres
ou venir en acheter. Et c'est également ouvert lors des soirées organisées dans notre salle. Quand le Centre Flegg fait une soirée, ils ont la gentillesse aussi, on ouvre toutes les portes et les gens qui veulent acheter des livres les prennent et laissent 1 euro. Et je dois saluer la volonté d'Evelyne Citruc et de Karine Benarous de nous accompagner pour que cette librairie solidaire fonctionne lors des soirées du Centre Flegg. La culture à 1 euro, on aurait tort de s'en priver. Alors, quelle bonne lecture avez-vous à nous conseiller pour cet été? Alors, vous savez que sur ce genre de questions, Magali, je peux faire 1h30. Hein. Attention, hein, non. De façon plus sérieuse, j'ai découvert et adoré un livre formidable qui est un livre de Gaël Nohan qui s'appelle Le Bureau d'éclaircissement des destins et qui est un très beau roman, certes, mais qui part d'une histoire vraie. C'est un lieu qui a été créé en Allemagne après la guerre où on a répertorié tous les allées et venues des personnes qui avaient pu survivre après la Shoah et tous les mouvements migrants, si vous voulez, vers quel endroit lorsqu'ils quittaient les camps de concentration, mais aussi on y a concentré tous les petits objets sans valeur dans les camps, les objets de valeur ayant été récupérés par les Allemands. Et dans ce livre, une femme est chargée de faire des enquêtes pour restituer ces objets aux descendants ou survivants des familles. Alors c'est un excellent livre qui est paru aux éditions Grasset. Et un autre livre aussi que j'ai beaucoup aimé, qui est une biographie, c'est une biographie sur Alfred Nakache, qui s'appelle Le Nageur de Pierre Assouline, qui est paru aux éditions Gallimard, qui raconte le parcours de cet homme nageur qui a battu des records mondiaux, entre autres d'ailleurs ici à Marseille au Cercle des Nageurs, qui ensuite a été déporté. Et lorsqu'il est revenu, il a continué à enseigner la natation. C'est un parcours fabuleux. Et d'ailleurs, en découvrant, je connaissais un peu son histoire, mais en découvrant encore mieux, le Fonds social juif unifié a décidé de créer un prix Alfred Nakache qui aura lieu pour la première fois au mois de novembre avec Pierre Assouline, président du jury pour remettre ses prix. Et Alfred Nakache qui est d'ailleurs de la famille de l'actuel président du CRIF national. Bravo, ça ne vous a pas échappé, absolument. Jonathan Arfi est un petit-neveu, voilà, puisqu'il est fils d'une nièce d'Alfred Nakache, et il est fort possible d'ailleurs qu'il soit là pour la remise du prix, cela étant fait bien sûr en entente avec la famille, ce qui est important, et c'est un prix qui portera des valeurs auxquelles nous tenons vraiment, comme la solidarité, la mémoire aussi, hein, puisqu'on va perpétuer le souvenir de cet homme, et puis le sport, toutes les valeurs du sport, avec des JO qui très bientôt vont avoir lieu en France. Alors nous sommes à l'heure de la digitalisation. Le contenu de cette bibliothèque est-il actualisé régulièrement? Alors, le contenu de la bibliothèque, comme ce sont des livres qui sont offerts et qui partent, on ne tient pas, si vous voulez, de contenu à jour de ce qu'il y a dans notre bibliothèque. C'est un petit peu au gré, si vous voulez. Les gens viennent, donnent des livres, en reprennent, etc. Ce serait une gestion beaucoup trop compliquée. Vous savez, on a beaucoup de missions au Fonds social et on est très peu. Très peu de salariés. Il faut des moyens humains aussi. Ça, il faut des moyens humains. Alors, évidemment, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui bénévolement veulent venir nous aider à ranger la bibliothèque, à tenir la bibliothèque le jeudi, elles sont les bienvenues. Ça, c'est une évidence. Mais non, il faut venir et puis on range. J'ai fait des étagères pour pouvoir ranger romans, biographies, sionisme, interreligieux, etc., yiddish, voilà. Vous venez, vous vous y retrouvez sur les étagères. Et puis, vous savez, le plaisir de fouiller, de découvrir un livre aussi, on va pas s'en priver. Non, c'est pas une vraie librairie. C'est une librairie solidaire avec les moyens que nous avons, évidemment. Tout à fait. Alors en mars, c'est l'incontournable Jean Contruchy qui a ouvert le bal. Quels seront les prochains événements associés à cette librairie solidaire et connaissez-vous déjà les premiers invités? Alors, l'idée, c'est, si cela est possible, d'accueillir des écrivains. Mais l'idée est surtout de faire des rencontres avec du public. C'est-à-dire, je vous explique très clairement. Il y a une dizaine de jours de cela, avec Passerelle, que vous connaissez, Passerelle, donc, qui a été créé au Fonds social pour accompagner au début les personnes qui avaient été déportées, aujourd'hui les enfants cachés, etc. Passerelle a un public et avec lequel Passerelle organise des sorties, des rencontres, voilà. Donc ils sont venus il y a une dizaine de jours et je leur ai présenté la librairie, je leur ai présenté des livres, on a parlé littérature, on a échangé, ils ont acheté des livres. La vocation de cette librairie, c'est surtout ça, faire des rencontres pour échanger autour des livres. J'ai une formation de journaliste, j'organise moi-même des dîners littéraires, donc c'est un sujet que je connais un petit peu, donc je peux échanger avec les publics et je suis prête à les rencontrer. Si les écoles veulent venir, les associations veulent venir, moi voilà, vous appelez le Fonds social et on sera ravis d'organiser de ces moments-là. Maintenant, si dans l'année, il y a des écrivains qui sont de passage et qu'on peut accueillir, on le fera. Mais encore une fois, la culture, les rencontres culturelles, j'aime bien les faire
avec le pilier de notre culture, c'est-à-dire avec le Centre Fleck. Donc, quand Karine me propose ou qu'Evelyne me propose un événement, on le fait ensemble. Vous savez, il n'y a rien de mieux que le travail collaboratif. Et je pense que si la culture fait partie de notre travail, on doit le faire aussi en collaboration. Et c'est ce qu'on fait avec le Centre Fleck. Donc, s'ils font des rencontres, nous, on s'associe. Si j'ai une idée, je les associerai. Voilà. Mais l'idée, c'est surtout de parler aux gens de notre librairie qui puissent venir la découvrir. Il y a de quoi redynamiser le modèle culturel. Exactement. On connaît les bienfaits associés à la lecture. Alors cette librairie attirera, on l'espère, de nouveaux publics bénéficiant des actions du FSJU. Bien sûr, c'est ce qu'on veut. On a proposé au CASIM de venir, d'ailleurs, je pense qu'à la rentrée, ça va se faire, on en parlait récemment, de venir justement parce qu'eux ont une bibliothèque d'échange, mais nous, on vend les livres. Vous repartez avec, vous le gardez, vous le faites tourner. C'est une autre démarche. Pour 1 euro, ça vaut la peine de prendre les... Donc, par exemple, le CASIM va venir. Ce que je vous disais, les écoles, j'aimerais bien aussi que les mouvements de jeunesse puissent venir. Voilà. Et puis, toutes les personnes qui ont des petites associations, ça peut être dans les petites villes, dans les petits villages, qui ont envie aussi de retrouver une identité. Il n'y a pas que des livres qui ont un rapport avec le judaïsme, mais il y en a aussi qui ont envie de retrouver ce type de lecture et qu'on les accompagne et qu'on les aide, ils nous appellent et nous on les accueillera avec grand plaisir. Il y avait un magnifique livre d'ailleurs sur la Provence, je me rappelle. Oui, voilà, il y a de tout, c'est bien ce que je disais. Et vous-même, vous n'avez pas eu envie d'écrire un livre? Écoutez, vous savez, il n'y a pas que l'envie, je pense que l'écriture, ça doit être viscéral, c'est-à-dire j'écris si je peux pas vivre sans écrire. C'est de là que sortent mon livre. C'est pas, tiens, moi aussi je vais me mettre à écrire. J'ai trop d'admiration pour la littérature pour me lancer comme ça, sauf si un jour, viscéralement, j'ai un sujet qui me prend. En revanche, j'ai écrit des nouvelles. C'est plus simple. C'est un travail, à la limite, j'allais dire, plus scolaire. J'ai eu le plaisir de participer à 2 ouvrages collectifs sur lesquels j'ai écrit des nouvelles et j'ai adoré écrire. Alors, c'était des livres qui étaient sortis à l'époque pendant le confinement, pour aider les médecins, pour ramasser de l'argent pour le monde hospitalier. Donc, on avait écrit des nouvelles pendant le confinement. Donc, plusieurs écrivains s'étaient prêtés à ce jeu et j'avais eu le plaisir d'écrire une nouvelle, justement, sur la bibliothèque d'un écrivain connu. Ce qu'une bibliothèque dit de nous. Quand vous voyez la bibliothèque de quelqu'un, ce que ça dit de nous. Et puisque normalement, en regardant une bibliothèque, vous cernez les gens. Et ensuite, j'avais écrit une autre nouvelle, et en essayant toujours de respecter le principe de la nouvelle, Magali. Vous savez quel est le principe de la nouvelle? Non, alors peut-être un souvenir d'enfance, mais... On ne doit avoir le dénouement qu'à la dernière phrase. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit être révélé. Une nouvelle, c'est pas une histoire courte. Une nouvelle, c'est une chute au dernier moment. Et quand vous lisez normalement les dernières phrases, vous devez être surpris par la chute. Et c'est ça le plus difficile. Du coup, c'est un travail de ciseleur. Il ne faut pas se tromper dans le choix des mots. Voilà. Je pense aussi que c'est un travail très réfléchi. Écrire un livre entier, il faut vraiment avoir des choses à dire. Et pour l'instant, il faut aussi un peu de temps. Non, je n'y ai pas pensé. Mais encore une fois, la littérature doit être un besoin viscéral. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview qui donnera peut-être l'occasion à certains auditeurs de fréquenter la librairie solidaire. On l'espère, bien sûr. Et donc, je rappelle les horaires de la librairie solidaire, c'est donc le jeudi de 9h à 14h. Merci beaucoup, Magali. Dragon. Merci beaucoup. À vous. Bonjour Stéphane Bella. Bonjour. Alors, Stéphane, vous êtes écrivain et nous allons évoquer ensemble la singulière histoire d'Anna. Au travers de votre livre, bien évidemment, La chambre d'Anna. Alors, comment vous est venue l'inspiration d'écrire ce livre? Ça s'est produit en 2 fois. La première fois, j'ai écrit la biographie d'un rescapé de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Ça m'a beaucoup marqué. Vous aviez une raison de vous pencher sur l'histoire de la rafle du Veldiv. Il me semble que votre grand-père avait quelque chose à voir de près ou de loin avec... De très loin. Mon grand-père n'était pas au Veldiv. Il était gendarme, mais il était résistant. Il était en région parisienne à cette époque-là. D'accord, mais je pense que de par son choix, il a dû être quand même très très sensible à ce qui s'est passé au Veldiv. Pouvez-vous nous donner quelques bribes de l'histoire d'Anna? Une histoire d'Anna, en fait, je l'ai imaginée en me disant que si seulement on avait pu traverser le temps, on aurait pu les prévenir de ce qui allait se passer. Et l'idée m'est venue ainsi. La chambre d'Anna, c'est l'histoire de 2 enfants qui habitent la même chambre, qui est la chambre d'Anna, mais qui est la chambre de Pierre Descarrières aussi.
Sauf que il habite à 50 ans d'intervalle. Anna en 1942 et Pierre en 1992. Et j'ai imaginé que ces deux enfants arrivent à se voir et à se parler. Oui, et c'est ce qui fait toute la singularité d'ailleurs de votre livre. Alors moi, ce qui m'a marqué, quand même, tout m'a marqué dans ce livre, mais un moment très particulier, lorsque Anna et son ami Pierre, justement, au cours d'une conversation, parlent de l'étoile que Anna est obligée de porter, qu'elle porte avec un petit peu de honte quand même, et son ami Pierre la rassure en lui disant que l'étoile, c'est l'étoile des anges, celle qu'on met à la cime d'un sapin, le sapin de Noël. Et je trouve que tout votre livre est émouvant, mais ce moment très, très particulièrement. Voilà, et on se rend compte aussi que écrire sur la Shoah, c'est toujours nécessaire. Vous l'avez écrit d'une façon tout à fait différente. Pouvez-vous nous dire vraiment pourquoi vous avez choisi ce côté très romancé et quelque part un peu fiction, puisqu'il y a ce passage. Oui, c'est de fiction, bien évidemment. J'avais envie de parler de la Shoah avec d'autres mots, avec d'autres idées, autrement, en faisant passer le message par une toute autre manière que ce qu'on peut lire habituellement. Je pense par exemple au livre de Shlomo Vénésien sur les hommes d'air commando ou de Primo Levi si c'est un homme, et en les lisant je m'étais dit mais jamais je ne pourrais créer quelque chose d'aussi fort, il faut que je fasse autre chose, que je pense à autre chose. Et avec la chambre d'Anna j'ai essayé de décrire la Shoah mais autrement, différemment, avec d'autres mots, d'autres idées. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait le minimum de violence possible pour décrire la violence. Tout à fait, et je trouve que c'est extraordinaire, et justement, je dis souvent que j'en ai beaucoup lu des livres sur la Shoah, mais que le vôtre m'a énormément touchée, et que, j'avoue, j'ai beaucoup pleuré. Alors, vous avez écrit cette histoire en mars 2014. Oui. Avez-vous déjà des premières réactions, essentiellement de la communauté, mais d'ailleurs? Pas forcément de la communauté juive, j'en ai eu quelques-unes, pas que. Ces réactions sont toutes extrêmement bonnes. Je me souviens que j'ai eu une remarque, une critique négative une fois, je m'en souviens parce que ça n'est arrivé qu'une fois, justement. Sinon, depuis 2014, toutes les critiques concernant la Chambre d'Anna sont très positives. Vous avez été interviewé par RCJ? Oui, en 2015. Et est-ce que cela vous a permis de vendre plus de livres ou... Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Bien, écoutez, moi j'espère que l'interview Radio JM provoquera quand même une ruée vers votre livre La Chambre d'Anna. Mais nous ne pouvons pas parler que de La Chambre d'Anna. Nous devons aussi évoquer L'Étoile des Anges, qui en est la suite. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez un tout petit peu justement cette suite, sans dévoiler bien évidemment ce que nos lecteurs pourront retrouver avec joie et surprise dans ce second volume. Alors, L'Étoile des Anges, c'est le récit de la fuite d'Anna et de son petit frère Jacob entre 1942 et la Libération. Alors, pourquoi l'ai-je écrit alors qu'on pouvait peut-être se contenter de la Chambre d'Anna et ne rien faire d'autre? Pour une raison très simple, après avoir écrit la Chambre d'Anna, j'étais dans l'incapacité d'écrire autre chose. C'était impossible. Un peu comme si Anna me disait, écoute, non, tu vas rien écrire d'autre parce que l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie, oui. Voilà. Eh bien, moi j'invite nos lecteurs, enfin nos auditeurs, à vite commander cette histoire fabuleuse et j'espère qu'elle va accompagner un grand nombre de personnes cet été sur les plages ou ailleurs. C'est ce que je souhaite.
Voilà. C'est un choix autrement, mais ce n'est pas forcément une histoire triste. Non. C'est Elle est raconté émouvante. avec d'autres mots. Elle est émouvante. Si je dois donner un qualificatif, c'est celui-ci. Et je comprends que vous soyez attaché à Anna parce que j'ai déjà envie de relire les 2 livres. Voilà. Ben, ce que vous me dites, effectivement, ça ressemble à ce que beaucoup d'autres écrivains ont vécu. On est tellement attaché à ces personnages qu'ils finissent dans notre esprit à prendre vie, à exister. Je le sais bien qu'en théorie, Anna n'existe pas. Je le sais, ça. Mais Anna est tellement présente en moi, mais qu'elle a fini par exister, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite Excusez-moi, puis-je préciser que La Chambre d'Anna et l'Étoile des Anges sont disponibles sur le site de l'édition des Libertés, mon éditeur, ou sur les sites d'Amazon, eh bien, pour les gens qui voudraient se le procurer. il n'y a pas de problème. Eh bien, voilà. Et j'espère que beaucoup se le procureront. Eh bien, écoutez, Stéphane, je vous dis à très bientôt. Et en espérant peut-être un autre très joli livre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Sacha, bonne journée. Au revoir. Au revoir.